avant de vous parler effectivement de deux nouveautés qui sont assez intéressantes et qui expliquent que ce dossier puisse, le cas échéant, faire un petit peu de bruit. D'abord, la première chose, il y a un texte qui est spécifique au PPRT, spécifique au plan qui nous concerne ici, qui est un texte qui est intervenu le 24 février 2011. C'est un nouveau décret. Alors c'est un décret qui est moins lisible, comme on en écrit beaucoup. Je vous le traduis. C'est un décret qui explique que quand on peut éviter qu'un certain nombre de mesures foncières soient prises pour réduire les risques, et qu'on peut l'éviter par un certain nombre d'aides financières, de mesures financières, eh bien, c'est dorénavant complètement possible. Il est bien dit dans le Code de l'environnement, et on ne souligne pas assez, que l'État, les exploitants des installations et les collectivités territoriales concluent une convention pour financer les mesures qui seront prises dans le cadre du PPRT. En clair, le financement de toutes les mesures, c'est l'État, les exploitants et les collectivités territoriales compétentes. Ce qui n'était pas dit jusqu'à l'intervention de ce décret, c'est jusqu'où on pouvait aller pour, le cas échéant, favoriser un certain nombre de propositions alternatives qui, quoique plus coûteuses, sur le plan des risques de satisfaction, et font peser plutôt sur la puissance publique que sur l'exploitant le coût d'éventuelles mesures qui ne sont pas foncières. Qu'est-ce que ça veut dire? Justement, ça veut dire que, le cas échéant, quelque part, on peut espérer que, plutôt que du 2 x 40, on puisse aller vers du 4 x 20, l'État étant convaincu que, même si ça coûte plus cher, peut-être comme ça à court terme, quand on prend en considération le moyen et le long terme, c'est-à-dire par exemple les emplois dans la région, l'ambiance aussi, le vivre ensemble à Saint-Crépin, la solution de 4 x 20 pourrait bien être une solution plus intelligente. Alors, ce décret est un décret qui, s'il a été pris, montre que l'État a bien senti la relative incongruité du texte de 2003. Le texte de 2003 a été écrit extrêmement vite, en réaction à une catastrophe qui était la catastrophe de SDF, et on ne s'est pas rendu compte que ce texte faisait peser, le système institué faisait peser l'essentiel du coût des mesures de protection sur, non pas l'exploitant finalement, mais sur les voisins. Parce que c'est quand même le coût des mises en sécurité, quelque chose qui peut être relativement important et qui en arrive à peser sur des gens qui se perçoivent comme des victimes, et qui sont des victimes. Parce que ce n'est pas eux qui ont choisi obligatoirement le voisinage, et ce n'est pas eux non plus qui ont, le cas échéant, choisi que l'on mette en place cette formule de protection contre les risques. Et il y a là, et c'est après le quai public et après le décret du 23 février, la troisième chose nouvelle dont je voulais vous parler, il y a effectivement un autre texte nouveau qui est intervenu, c'est une révision constitutionnelle qui permet de remettre en cause la constitutionnalité d'un texte de loi. C'est un mécanisme qu'on appelle la question prioritaire de constitutionnalité. Et si jamais nous devons aller au contentieux, je préférerais franchement que ce ne soit pas le cas, que l'État impose une solution qui nous agrée. Mais si nous devons aller au contentieux, puisque nous sommes payés pour cela, nous irons jusqu'au bout de la logique. C'est-à-dire que nous utiliserons c'est des renseignements généraux qui demandent, le cas échéant, qu'on attend qu'ils arrivent pour que j'expose la question prioritaire constitutionnelle. Le cas échéant, donc, on utilisera toutes les règles de droit, et là il y en a une qui est intéressante, je ne dis pas qu'on gagnera, mais elle consiste à poser devant le juge la question de savoir s'il ne faut pas remonter au Conseil constitutionnel pour savoir si cette relative inéquité que fait naître la loi de 2003, qui fait peser sur les victimes l'essentiel du coût des prescriptions de sécurité, est conforme à la Constitution ou pas. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'il a été adopté en 2005 une charte constitutionnelle de l'environnement. Et dans la charte constitutionnelle de l'environnement, il y a un article qui est l'article 10, qui explique que chacun
contribue à la réparation du dommage qu'il cause. Mais évidemment, la Constitution continue selon les modalités fixées par la loi, ça c'est vrai. Mais chacun contribue à la réparation des dommages qu'il cause. Alors, la vraie question, c'est de savoir si les voisins ont causé un quelconque dommage. Dans ce cas-là, pourquoi aurait-il à réparer? N'y a-t-il pas plutôt matière à réviser la loi, le cas échéant, pour la corriger et faire peser les prescriptions de sécurité uniquement sur l'État, les exploitants et les collectivités locales? Alors, en tant qu'avocat de la mairie de Saint-Crépin, je précise que mon but n'est pas de faire payer à Saint-Crépin la totalité des mesures de prescription, c'est pas du tout ça, il me limogerait demain. Non, la question est bien de dire que l'exploitant doit plus contribuer qu'il ne veut le faire là pour l'instant. Alors, je ne dis pas, pas du tout, que le conseil d'abord, que le juge accepterait d'aller dans le Conseil constitutionnel poser la question. Je ne dis pas non plus que le Conseil constitutionnel nous donnerait raison. Mais la question mérite d'être posée, de savoir si cette répartition des coûts des prescriptions de sécurité est équitable ou pas. Et le seul fait qu'on aille jusque-là, c'est-à-dire remettre en cause la totalité de la loi, ça va mettre une sacrée ambiance dans le prétoire. Et ça permet, je crois, de penser que ce contentieux, au moins, ce ne sera pas un contentieux silencieux. Encore une fois, je ne dis pas qu'il est gagnable, parce qu'on est trop, quand on est avocat, on doit être prudent. Je ne dis pas qu'il est gagné, je ne dis pas qu'il est gagnable, je dirais qu'il est plaidable. Alors évidemment, et ensuite, je ne cache pas évidemment que si on devait aller au contentieux, il faudrait sans aucun doute affiner un certain nombre d'expertises, j'ai gardé ça pour la fin, notamment pour essayer de savoir, parce que c'est une obligation du Code de l'environnement, si la solution qui est retenue actuellement est une solution qui satisfait à l'obligation énoncée dans le Code de l'environnement de réduire le plus possible les risques à la source. Si on en arrive là, malheureusement, ça risque d'être un petit peu chiant en expertise ou autre, à moins qu'on trouve des experts qui soient des experts volontaires et qui soient quand même un peu autorisés, scientifiquement légitimes. Mais tout ça se discutera, le cas échéant, si on arrive au contentieux. Voilà. L'élément nouveau de l'introduction d'un avocat dans l'affaire, d'un cabinet d'avocats dans l'affaire, c'est finalement que ça signifie que le cas échéant, s'il y a un contentieux, ça sera un vrai contentieux. Ce ne sera pas un recours fait par une association comme ça, avec les faibles moyens d'une association qui, quelquefois, ne prend pas d'avocat ou en prend au dernier moment. Le gros avantage, c'est que le travail juridique démarre à peu près 9 mois avant l'éventuelle arrivée du contentieux. Ça laisse le temps de bien travailler avec la commune, la communauté de communes et vous et l'association. Tous les éventuels petits points qui pourraient ébranler la solidité actuelle du dossier présenté par l'État et accepté par